Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Parlons d'inclusion. Je suis Marie-Hélène Desmarais, professeure agrégée à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg et j'enseigne principalement les cours en inclusion scolaire à la maîtrise en éducation inclusive ici à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. Et je m'intéresse particulièrement à la conception universelle de l'apprentissage ou à la pédagogie universelle, au bien-être à l'école et au concept de dénormalisation. Et je suis accompagnée avec deux personnes qui ont joué un rôle super important dans ma carrière. La première a été ma directrice de mémoire, ensuite ma directrice de thèse, Nadia Rousseau. Et la deuxième, Angela Aucoin, a été une de mes superviseurs pour un stage doctoral que j'ai fait à l'Université de Moncton avec elle. Nadia, je vais te laisser te présenter. Alors, Nadia Rousseau, je suis professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au département des sciences de l'éducation. Je pourrais peut-être, quoi dire d'autre? Je m'intéresse à l'inclusion, c'est sûr que je m'intéresse à l'inclusion, mais beaucoup en relation avec l'expérience scolaire de l'élève. Comment ça se passe pour l'élève dans son parcours d'apprentissage, dans son développement identitaire, puis également l'ensemble des conditions favorables au développement de pratiques plus inclusives. Angela? Eh bien, moi, je veux commencer par dire que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous deux. Hein? C'est un beau projet de penser qu'on va passer tous ces moments ici à discuter d'inclusion scolaire. Je pense qu'on est trois passionnés d'inclusion scolaire. Moi aussi, Nadia, tu es une de mes mentors. Tu as été là, tu m'as guidée dans mes projets de thèse. La première fois que je t'ai rencontrée, c'était sur un jury de thèse pour mon doctorat. Donc, tu fais partie de mon cheminement. Marie-Hélène, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble aussi. Moi, je suis maintenant professeure retraitée de l'Université de Moncton. Je suis chargée de cours cette année. Je me suis intéressée, je pense, à l'inclusion scolaire depuis plusieurs années. J'ai travaillé de près avec mon collègue Gordon Porter sur un projet de prendre un portrait, si vous voulez, des écoles, de la situation de l'inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick et ensuite d'en faire un rapport avec des recommandations. Donc, ce travail-là, ça m'a apporté dans les salles de classe, dans les écoles, ça m'a apporté à rencontrer des parents aussi, des faits que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Puis là, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ces prochaines sessions. Merci Nadia et Angela. Je suis encore une fois, moi aussi, je suis super excitée d'être avec vous. C'est vraiment spécial pour moi de faire ce projet-là avec vous. Maintenant qu'on s'est présenté un peu de manière, j'oserais dire, académique, on va rentrer dans le plus personnel parce que je pense que c'est un des éléments importants qu'on va voir dans les prochaines capsules, c'est que l'inclusion scolaire, en fait, ça a un aspect de collaboration puis de relation qui est super important. Alors, je pense que ça serait intéressant qu'on discute ensemble de ces relations-là qui nous unissent, mais aussi de pourquoi, au niveau personnel, l'inclusion, c'est aussi important pour chacune de nous. Angela, est-ce que tu veux commencer? J'y ai pensé un petit peu parce que je me disais, avant de venir ici aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui m'a apporté dans le monde de l'inclusion scolaire? Parce que je n'ai pas commencé, moi, je n'ai pas enseigné dans une classe spécialisée ou je n'étais pas au bac en adaptation scolaire lorsque j'ai fait mon baccalauréat en éducation. Honnêtement, c'était parce que je cherchais une façon de rendre la classe ordinaire accessible à tous mes élèves. Moi, j'ai enseigné à Yellowknife pendant 5 ans. Ensuite, j'ai enseigné en Nouvelle-Écosse. Et puis, chaque fois, dans chacune de ces écoles-là, on n'avait pas de classe spécialisée. Donc, moi, je me retrouvais avec mes élèves, puis on avait tous les élèves dans notre salle de classe, puis on travaillait avec les élèves comme qu'il nous arrivait. Puis, c'est important pour moi que tout le monde ait sa place.
en salle de classe. Donc, je pense que ça a toujours, même si on ne parlait pas nécessairement du concept d'inclusion comme qu'on le connaît aujourd'hui, ce sentiment-là de vouloir donner une place à chaque élève, c'était très important pour moi. Puis, c'est drôle, mais lorsque j'enseignais à Yellowknife, on avait embauché Gordon Porter à l'école pour venir pour réviser un peu le travail que l'on faisait. Puis, à ce moment-là, je l'avais rencontré, puis le travail qu'il faisait en inclusion m'intéressait beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, que j'ai tombé dans cette potion magique ici de l'inclusion scolaire. Puis, c'est devenu une passion. J'y crois beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup apprécié être en salle de classe avec mes élèves, d'avoir la chance de pratiquer la pédagogie inclusive, la différenciation pédagogique avec mes propres élèves pour voir que ça fonctionne. C'est possible d'avoir une classe où les élèves se sentent bien et où ils sont inclus. Puis maintenant, ben, c'est devenu, c'est ça, je suis très, très honorée de pouvoir en parler avec des collègues, mais aussi avec des étudiants qui se dirigent en enseignement. C'est super intéressant. On dirait que j'apprends des choses en ce moment. C'est beau. Nadia, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, j'essaie d'organiser mes idées parce que j'en ai trop. Oui, je me sens comme ça aussi, Nadia. D'où ça vient cet intérêt-là pour l'inclusion? Je vous dirais que je pense que ça vient initialement d'expériences proches de moi ou d'expériences que moi-même j'ai vécues. Fait que je vais commencer en disant que moi, je suis au départ formée en psychologie de l'apprentissage. Alors, toute la dimension affective de l'apprentissage, tout ce qui fait qu'on est capable ou qu'on se sent apte à apprendre. Et j'ai été témoin de mon frère qui avait tellement de difficultés à l'école, mon père qui était professeur, mais aussi psychologue, qui a certainement influencé ma façon d'aborder les difficultés que des jeunes pouvaient vivre à l'école. Puis je pense qu'après, je me suis placée dans des situations où je me mettais à risque. Je suis allée faire une partie de mon secondaire à Miami. Je ne parlais pas anglais. J'étais dans une classe anglophone avec une diversité d'apprenants. Puis je faisais partie de cette diversité-là. Puis je pense qu'à travers tout ça, j'ai réalisé que crime, quand on diffère un peu de la norme, c'est pas si simple. Puis ce qui m'intéressait le plus dans cette complexité-là, c'était tout le temps comment on fait pour que l'élève se sente bien malgré tout, pour que l'élève continue d'apprendre malgré tout. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que je me suis vraiment intéressée à l'inclusion scolaire, mais vraiment sous l'angle de l'expérience scolaire, puis de ce qu'on peut mettre en place à travers tout ça. Puis je reste encore convaincue aujourd'hui que la place de notre expérience personnelle, donc de notre histoire personnelle, a beaucoup à voir avec notre ouverture face aux pratiques plus inclusives. Toute la dimension attitudinale, justement cette prise de risque. Il y a tellement de composantes, mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout avoir un espace où on accepte cette diversité-là comme étant belle et enrichissante, là. Puis qu'on se donne la responsabilité que malgré tout ça, l'expérience scolaire, elle doit être belle, elle doit être riche. Il y a trop de dommages collatéraux quand l'expérience scolaire n'est pas belle pour les enfants et les adolescents. C'est drôle, Nadia, j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu dis là parce qu'en t'écoutant, puis je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais quand j'ai commencé mon bac à l'UQTR, tu es une des premières profs que j'ai eues d'ailleurs. Et moi, là, quand je suis arrivée là, Nadia, là, j'étais contre l'inclusion scolaire. Puis je pense que j'étais probablement une des étudiantes les plus contre. Puis
évidemment, ma position a changé. Je n'animerais pas aujourd'hui une série comme ça si j'étais encore contre. Évidemment, ma position a changé, mais la raison pour laquelle j'étais contre, c'est justement à cause que j'avais eu de très mauvaises expériences scolaires. Et à l'époque, je n'avais pas compris, en fait, que ce qu'on disait qui était de l'inclusion, ce n'était pas de l'inclusion. Moi, j'ai un petit frère qui a une trisomie 21 et on a fait 1 an dans la même école, lui et moi, et ça a été une expérience désastreuse pour tous les acteurs impliqués. Ce qu'il faut dire, c'est que mon petit frère était particulièrement tannant, particulièrement agité, particulièrement demandant sur les plans comportementaux, éducatifs et tout. Il y avait, pour peu dire, de grands besoins. Et il avait aussi besoin d'une figure rassurante. C'était à cette époque-là le premier élève qui avait été inclus dans une salle de classe ordinaire dans la commission scolaire où on était à l'époque. Les enseignants n'étaient pas prêts, les enseignants n'avaient pas reçu de formation. Et même avec des enseignants formés, je pense que mon petit frère Olivier, c'était un défi, disons-le comme ça. Alors, son réflexe, c'était toujours de venir me voir. C'était toujours de courir à travers l'école et de débarquer dans ma salle de classe. Alors, pas besoin de vous expliquer à quel point ça m'a causé certains défis au niveau social, d'avoir le seul enfant différent de l'école débarquer à chaque fois dans la classe en train de faire une niaiserie après l'autre. Alors, rapidement, mes parents l'ont envoyé, pour son plus grand bonheur d'ailleurs, l'ont envoyé dans une école spécialisée où c'était tous des petits Olivier qui étaient là et ils étaient ensemble, puis il a fait toute sa scolarisation jusqu'à 21 ans. Donc, dans une école spécialisée. Et pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. Mm-hmm. Mais je n'avais pas réalisé jusqu'à ce que j'ai suivi des cours avec toi, Nadia, que l'expérience que mon frère et moi, on avait vécue, ce n'était pas de l'inclusion scolaire. C'était à peine de l'intégration scolaire puisqu'on s'était contenté de le poser dans une salle de classe puis on espérait que ça fonctionne, ce qui évidemment n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai fini par m'intéresser à l'inclusion. Puis évidemment, un peu comme toi, dans ce que tu disais, Nadia, ça a probablement aussi influencé mon regard face aux autres, mon regard face à l'expérience scolaire qu'on peut vivre et aussi face à l'entourage. Donc, pas juste les enfants qui ont une différence, mais ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça leur apporte pour eux d'être en contact avec des gens différents? Donc, ça, c'est peut-être la première partie de ma réponse. Puis la deuxième, c'est que j'ai fait mon bac en éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières en même temps que je travaillais comme orthopédagogue dans un cégep. Et j'ai fait ensuite ma maîtrise et mon doctorat toujours là, en travaillant comme orthopédagogue. Et rapidement, je me suis comme rendu compte que ce que j'enseignais à mes élèves dans mes rencontres en individuel ne leur servait pas ou très peu. Parce que dans la salle de classe ordinaire, on ne leur permettait pas d'utiliser les stratégies que moi, je leur enseignais. Alors, rapidement, je suis devenue un peu frustrée de cette situation-là et je me suis rendu compte que, il faut qu'on fasse autrement, là. Ça ne marche pas. Moi, j'ai toutes ces connaissances spécialisées pour venir aider des élèves qui ont des besoins particuliers. Puis là, je les partage juste à un élève, mais si je partageais ces connaissances-là aux enseignants, eux pourraient les partager à tous les élèves. C'est un peu comme ça pour moi que le déclic s'est fait. Et puis c'est pour ça là, que j'ai poursuivi mes études, notamment au doctorat en lien avec la pédagogie universelle. C'était vraiment pour cette raison-là. Je me disais, il doit bien avoir des meilleures stratégies pour enseigner à tout le monde en même temps. Mais c'est intéressant, vraiment intéressant ce que tu dis. Puis à mon tour, je vais faire du pouce. Moi, je pense qu'un des moments forts dans ma carrière, tout le monde aura compris que je suis la doyenne du groupe. Mais c'est la constitution du modèle dynamique de changement. Parce qu'en travaillant sur le modèle dynamique de changement, pour tous, c'était justement dans une visite d'inclusion. Puis le modèle, ce qu'il dit, là, c'est qu'avant de mettre plein de pratiques en place, il
faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, de questionner ses croyances, ses valeurs, d'être honnête envers soi-même, d'avoir des discussions pour nous permettre d'aller plus loin, puis après d'embrasser l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour l'enseignement à tous les élèves. Puis c'est souvent l'étape qui est escamotée, parce que prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se questionner, prendre le temps de discuter, c'est comme si on n'a pas ça à l'école. Mais c'est fondamental. Mhm. J'aimerais aussi faire du pouce sur ce que Marie-Hélène a dit parce que je trouve que c'est tellement important, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu viens de souligner, de dire lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'inclusion scolaire, c'est parce que qu'est-ce qu'on a vécu, ce n'est pas l'inclusion scolaire. Puis ça, on voit ça souvent. Je l'ai vu lorsque j'ai travaillé sur ma thèse de doctorat, lorsque j'étais dans une salle de classe où il y a un élève, j'étais là pour observer la classe, puis il y avait un élève qui travaillait seul sur ses devoirs avec une assistante en éducation, puis à ce moment-là, l'enseignante pensait que c'était ça, la classe inclusive, tu sais. Mais lorsqu'on avait un moment joyeux ou lorsqu'on sortait à la récréation ou cet enfant-là, ce jeune-là qui avait une grande différence, il n'était pas inclus avec les autres. Il ne faisait pas partie du groupe. C'est pas avec lui qu'on se tournait pour aller jouer puis faire des boules de neige à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Fait que je me disais, OK, quand il est le seul à être perçu comme étant différent, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de l'inclusion. Donc, dans un autre contexte, dans une autre classe, dans la classe d'éducation physique au gymnase, on avait un jour une suppléante, puis la suppléante dit, moi, je traite les élèves, tout le monde va être traité de la même façon. Donc, étudiante que j'étais au doctorat, je me suis dit, finalement, je vais voir vraiment qu'est-ce que c'est de l'inclusion. Hein? C'est ça, il faut traiter tout le monde pareil. Mais non, cet élève-là, il n'était pas pareil comme les autres. Donc, c'était le premier encore à être rejeté parce que lorsqu'on jouait au ballon chasseur, il n'était pas capable de jouer au ballon chasseur. Il n'était pas capable de jouer au hockey. Il ne comprenait pas les règlements. Donc, encore une fois, il était laissé de côté. Puis, j'ai vite, j'ai pas vite parce que j'étais obligée de faire de la recherche un peu, mais ça m'a apporté au concept de la dénormalisation que tu connais bien, Marie-Hélène, pour dire, tu sais, ce n'est pas de rendre tous les élèves égaux ou de les traiter de la même façon. La dénormalisation, c'est que de réaliser que nous sommes tous différents. Puis on a tous besoin à un certain moment d'avoir peut-être un petit coup de pouce ou j'ai besoin de me retrouver dans un certain groupe avec mes amis, mais une autre fois, c'est autre chose que j'ai besoin. Donc, la dénormalisation, pour moi, ça a tout expliqué. Puis une fois qu'on voit notre salle de classe, même la communauté qui nous entoure, comme étant remplie de gens différents, puis c'est ça la beauté, hein? C'est ça la beauté de notre salle de classe, mais là, ça change tout. Puis je vais comprendre dans ma salle de classe que je dois offrir des stratégies, je dois offrir des choix, je dois être là, je dois penser, je dois savoir a priori que les élèves dans ma salle de classe vont être différents. On va se retrouver à avoir des choses qui sont semblables aussi. On a besoin d'être accepté, on a besoin de se sentir qu'on est utile dans la salle de classe. Mais le concept de la dénormalisation, pour moi, ça a été important, puis ça m'a montré vraiment de quelle façon qu'on pouvait avancer avec l'inclusion. Puis ça, pour moi, c'est là que ça fait le déclic, puis c'est plus facile à expliquer aux gens qui sont encore un peu réticents d'avancer vers l'inclusion scolaire. Tu as tout à fait raison, Angela. Puis ça me fait penser à une anecdote. Je vais me permettre une anecdote. Puis si jamais vous trouvez que mon anecdote est hors sujet, vous me le direz. J'ai
récemment, je dirais dans les dernières années, j'ai commencé à vivre avec une certaine différence. Ce n'est pas une grosse différence, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. J'ai la maladie cœliaque et je suis excessivement réactive. Donc, je réagis très, très vite à la contamination croisée. Alors, je ne peux pas manger nulle part où il y a déjà eu du gluten. Alors, évidemment, j'arrive avec mon lunch partout parce que c'est la seule façon pour moi de ne pas être malade. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une grosse différence, là. Mais c'est une différence quand même quand vient le temps, des fois, surtout dans des contextes professionnels ou dans des contextes sociaux. J'ai toujours l'air un peu étrange d'arriver avec ma boîte à lunch. Et une journée, je suis arrivée récemment pour faire une présentation à mon université au midi pédagogique qu'un collègue avait organisé. Et quand je suis arrivée, le collègue a demandé à tout le monde de nettoyer ses mains. Et il m'a annoncé, il m'a dit « Marie-Hélène, le repas qui est servi aujourd'hui lors de ce midi pédagogique est 100% sans gluten. » Il dit « Je ne voulais pas que tu fasses comme aux réunions du syndicat et que tu arrives avec ton lunch. » Fait qu'il dit « Aujourd'hui, tout le monde va manger sans gluten. » Puis il dit « Personne ne va s'en rendre compte. Il y a juste toi et moi qui le sais, mais tu pourras aujourd'hui manger. » Et cette anecdote-là, Angela, ça me faisait penser à la dénormalisation. Parce que je me disais, hey, ce collègue-là, là, il ne s'en rend pas compte, mais c'est exactement ça qu'il vient de faire. C'est un historien. On n'a probablement jamais parlé de dénormalisation, là. Alors, il ne sait pas, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire. Il a pris ma petite différence, puis il l'a comme camouflé, ou en fait, il ne me l'a pas fait sentir, juste parce qu'il avait offert un dîner qui finalement conviendra à tout le monde. Tout le monde a bien mangé, tout le monde était super content, il y a eu plein de compliments sur le repas. Puis personne ne s'est vraiment rendu compte, à part que cette fois-ci, je n'étais pas l'espèce de weirdo qui mangeait son lunch. Tu n'étais plus pointé du doigt. Non, c'est ça, oui. Mais dans ce que tu dis, Marie-Hélène, là, je reviens aux élèves ou à la personne qui incarne la différence. Il y a un volet de différence qui est très situé, hein, parce qu'on peut se sentir ou être perçu différemment dans un contexte, puis pas du tout dans un autre. Fait qu'il y a quelque chose qui fondamentalement est situé. Mais l'autre élément, je trouve que dans des pratiques inclusives, là, les élèves n'ont pas le choix aussi d'apprendre à accepter ce qui les habite, mais aussi d'en être fiers ou du moins d'être capable de faire valoir. Quand toi, tu arrives avec ta boîte à lunch, c'est quand même un geste d'affirmation de soi. C'est quand même un geste de dire, moi, je vais manger comme tout le monde, à la même place que tout le monde, j'amène mon lunch, puis mon lunch, c'est peut-être un marqueur de différence, mais je l'assume pleinement. J'ai pas honte de ça. Fait, il y a quelque chose dans l'inclusion qui n'est pas juste de l'enseignant, qui est pas juste la structure, mais il y a un travail à faire aussi avec les élèves pour qu'ils soient fiers de qui ils sont, puis qu'ils ne s'empêchent pas de participer à des activités pour un élément hors de leur contrôle, là. Fait que je trouve ça le fun de faire le parallèle avec la dimension d'affirmation de soi et de connaissance de soi. J'aimerais d'avoir eu parlé à ce professeur-là qui a organisé le dîner, à savoir, il a été voir combien d'autres personnes pour dire, toi, tu ne peux pas prendre de produits laitiers. Aujourd'hui, il n'y a aucun produit laitier dans le repas. Mais toi, tu ne le savais pas, Marie-Hélène, parce que toi, ça ne te touchait pas. Fait que ça, c'est une façon de faire. Une autre façon, comme tu dis, Nadia, j'aime ça, ça serait beau à tes réunions que quelqu'un d'autre apporte sa boîte à lunch, tu sais, puis de dire, ben moi, ça me prend il faut que je mange souvent. J'ai besoin, par exemple, manger à toutes les demi-heures, puis j'ai besoin de ma boîte à lunch. Donc là, vu que Marie-Hélène est un peu leader, puis elle ne se gêne pas pour apporter sa boîte à lunch, ça pourrait faire qu'il y a d'autres personnes qui vont apporter leur boîte à lunch aussi, puis c'est tout à fait correct.
Là, on parle de boîte à lunch, mais tu sais, la différence, mais c'est différent pour tout le monde. Donc, je pense que la dénormalisation, ce que j'ai appris, c'est que la seule chose qui est normale, c'est que nous sommes tous différents. Tu sais, on a un parcours différent, nous trois ici aujourd'hui, puis quand on travaille ensemble, ça fait que ça fait riche. Mais moi, il me manque certains éléments que je vais aller chercher chez Nadia, que je vais chercher chez Marie-Hélène. Puis on a parlé un peu de la collaboration, puis j'espère vraiment que le fait qu'on va rencontrer autant de personnes dans les prochaines semaines, que ça va peut-être nous donner le goût de collaborer, de rencontrer ces gens-là, de poser des questions, d'envoyer des courriels, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Les écoles les plus inclusives sont des écoles qui se retrouvent en communauté, qui ne travaillent pas en silo, mais qui travaillent en communauté avec les gens de l'extérieur de l'école. C'est très important. Mais moi aussi, j'ai un souhait, Angela. Moi, je souhaite je souhaite que les gens qui vont écouter les capsules pas en tirent des leçons en termes bien, pas bien, là, mais en fait, je devrais dire en tirent des apprentissages, puis que ça leur donne le goût de le réinvestir dans leur milieu. Fait que je pense que si chaque capsule qui sera produite permet à quelques personnes de dire « Hey, je viens d'apprendre ça » ou « Je viens de questionner telle croyance » ou « Je viens de… » puis voir comment on le réinvestit, j'ai l'impression que ça va grandement aider à mieux comprendre l'éducation inclusive. Moi aussi, j'aimerais ça aller avec un souhait, puis je pense qu'en plus de ce que vous avez dit, moi, ce que j'aimerais, là, c'est que ces capsules-là permettent d'allumer certaines petites étincelles. Soit de réallumer des étincelles qui, parce que le contexte éducatif est ce qu'il est, puis que c'est parfois difficile, que nos capsules aient pu remotiver certains enseignants ou ça, j'aimerais ça. Ou sinon, j'aimerais ça aussi que ces capsules-là amorcent des réflexions qui vont être transportées plus loin dans les écoles, voire même dans la société. Parce que je pense que plus on va apprendre les uns des autres, plus on va être en contact avec des gens qui sont différents de nous, plus notre société elle va être riche, puis je pense que plus on va vivre dans un monde qui est meilleur. Puis je sais que ça a l'air un peu cliché ce que je dis là, mais je le pense vraiment. Je pense que c'est en vivant ensemble, en apprenant à se connaître, qu'on va arriver à faire une société qui est beaucoup plus ouverte. Si on pouvait, avec nos capsules, juste semer cette petite graine-là, je serais satisfaite. Je pense, ce que j'aime beaucoup lorsqu'on parle d'inclusion scolaire, c'est qu'on parle d'enfants. Il ne faut jamais oublier. Hein? On parle d'enfants, on parle de jeunes qui ont le goût, ils ont tous le goût de réussir. Ils ont tous le goût. La première journée d'école, tous les enfants ont les mêmes rêves d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, compter, écrire leur nom. Puis c'est au fil des années, hein? C'est au fil des années qu'on voit qui commence à perdre cette passion-là d'aller à l'école. Moi, le plus beau jour de l'année, c'est le premier jour au mois de septembre, lorsqu'on voit les jeunes en maternelle, première année, à l'arrêt d'autobus. Tu sais, tout est beau, c'est un rêve d'aller à l'école. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, c'est pas parce qu'un enfant ne réussit pas qu'il ne veut pas réussir, c'est qu'il ne peut pas réussir avec les conditions qui sont mises devant lui. Donc, moi, je pense que personnellement, ma mission, mon parcours, c'est d'enlever ces barrières-là pour que l'enfant puisse réussir. Puis de jamais perdre de vue qu'on travaille avec des enfants et pour des enfants. Ça, je pense que c'est peut-être ça qui me garde ici en inclusion scolaire.
les photos d'enfants que j'ai sur mon pupitre qui me rappellent que, tu sais, derrière chaque stratégie, chaque chose qu'on va faire, c'est pour répondre aux besoins des enfants. Mm-hmm. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter, Angela, que pour les élèves, c'est justement le fait de se sentir apprécié par leur enseignant qui fait qu'ils restent à l'école. Mm-hmm. Fait que dans ce que tu nommes, ça va dans les deux sens. Hein? Mm-hmm. Absolument. Puis nous autres aussi, tu sais, ça nous nourrit, ça fait que c'est beau. Oui, définitivement. Ouais. Fait qu'on a hâte, hein? On a hâte de rencontrer les invités qui vont être avec nous. Ça fait peut-être, Marie-Hélène, tu pourrais dire quelques mots sur qu'est-ce qui s'en vient? Oui, on a autour d'une dizaine d'épisodes à vous présenter qui vont aborder là, différents enjeux de l'inclusion scolaire. On va parler autant de collaboration, on va aller voir aussi la perspective des enseignants, on va aller voir la perspective de direction d'école. On a aussi différents professeurs universitaires qui vont venir nous parler. On a des enseignants de différentes provinces. On a des orthopédagogues, on a en tout cas différents professionnels qui vont venir s'entretenir avec nous, toujours sous la forme d'une conversation. Puis on essaie de voir en fait et de mieux comprendre les différents aspects de l'inclusion scolaire. Alors, on espère en fait que cette série d'épisodes-là de Parlons d'inclusion va vous plaire. On espère que ça va vous habiter encore au moins dans votre esprit pendant quelques temps après les avoir écoutés. Et on va également fournir avec chacun de ces épisodes-là une espèce de résumé ou un guide d'accompagnement, si je pourrais dire, qui pourrait vous aider là, à aller un petit peu plus loin dans vos réflexions. Alors, je vous remercie à l'avance d'être avec nous. On est très excités de vous présenter ces épisodes de Parlons d'inclusion et on espère que ce sera enrichissant pour vous. Merci.